Ok, bon, comme d'hab, on va commencer les US. Je pense que la dernière fois, j'avais fait un live de 3 semaines, peut-être un mois. Mais en soi, niveau macro, il n'y a pas énormément de changements qui ont été effectués. À part effectivement la nomination de Warsh. Il me semble que la dernière fois, c'était pas encore le cas. Du coup, c'est un peu le grand changement qui potentiellement n'a pas aidé en tout cas le secteur des crypto. C'est effectivement, on arrive sur une personne qui va prendre la direction de la Fed. C'est pas le mec qui va faire de la planche à billets, faire baisser les taux, y aller, let's go, on continue à faire un peu les conneries qu'il avait fait à l'époque. On reste quand même sur quelqu'un qui fondamentalement veut faire baisser les taux, c'est aucun doute, mais qui ne veut plus que la Fed fasse autant de quantitative easing et autant augmenter sa balance sheet au fil des années, hein, en faisant du QE typiquement. Donc lui, il est clairement pour, à terme, normalement, c'est ce que son Trump, ce qu'il a mis à ce poste-là, c'est qu'il reste par contre effectivement d'accord sur baisser les taux, mais pas n'importe comment, et notamment ne pas faire de baisse de taux plus quantitative easing. Donc, Powell avait réduit justement le quantitative tightening, qui était de vendre, d'arrêter d'acheter, de vendre les actifs, hein, pour faire baisser la balance sheet de la Fed. Il l'a arrêté il n'y a pas fin d'année dernière. Je pense que Warsh sera plus dans l'optique justement de potentiellement continuer à réduire, en tout cas ne pas pousser à l'achat d'actifs financiers, comme il avait pu faire Powell pendant le Covid et même après. Donc ça, effectivement, on va dire que c'est un autre flux monétaire qui se retire en tout cas potentiellement du marché. Donc ce qui est un peu pricé potentiellement au niveau des cryptos. Après, on en reparlera après, hein, il y a des questions de liquidité euh, et des questions de tout simplement une correction qui est toujours exacerbée dans ces moments-là. Mais par contre, sur le marché américain, ce qu'on constate, c'est qu'on a un impact qu'on n'a encore jamais vu depuis la nuit des temps, j'ai envie de te dire, mais dans le sens où on a potentiellement, est-ce que des overestimations c'est possible? En tout cas, des nouveaux modèles de LLM et autres sortis par Claude ou ChatGPT qui sont toujours la course, hein, l'automatisation à l'IA, qui commence à avoir un réel impact sur les marchés financiers. On savait que des entreprises comme Adobe, comme des entreprises de différents softwares allaient être impactées par l'IA. Mais là, le marché commence à pricer l'intégralité du secteur du software comme en soi caduque à 10 ou 15 ans en soi, toutes les boîtes de software, il y aura des nouvelles, il y aura des choses beaucoup plus simples, pas besoin d'avoir 5000 personnes pour développer je ne sais quelle connerie et la vendre super cher. Donc on a typiquement l'IGV, que j'avais noté, IGV qui est un ETF sur le tech software. En fait, on peut le voir justement notamment par rapport au QQQ. Donc là, à l'heure actuelle, le QQQ, le Nasdaq est à moins 1,5. Et on voit un IGV qui reste quand même euh, un gros ETF qui est sur la particularité de focus sur le software, qui lui est à moins 5%. Donc on voit en fait là où le marché souffre, hein, donc on fait moins 1, moins 1,5. En fait, il y a une vraie décorrélation avec aussi les boîtes de software qui, elles, se font complètement laminer, hein. C'est ce qui pousse d'ailleurs à la baisse le QQQ. Mais ça reste extrêmement impressionnant avec des entreprises, je pense que vous en avez tous en tête, hein, donc on a vu classique les Adobe, je sais pas, hein, les Gartner qui est pareil, qui fait du soft, qui fait du consulting, etc., qui elle avait déjà pris cher, mais elle continue de prendre toujours cher. Je sais pas, CSU est une des entreprises les plus connues au monde dans le consulting, dans le consulting. Software, c'est une très vieille, assez vieille entreprise, peut-être pas très vieille, mais en tout cas qui a extrêmement bien marché en faisant un cycle d'investissement fort en M&A. Donc en fait, elle a racheté plein de software critiques dans différents pays, beaucoup de M&A. Donc à la fin, elle avait peut-être 500, 600, 800 softs de différentes entreprises qu'elle avait achetées et qui permettaient de générer un cash flow monumental, hein, parce qu'après ils augmentaient les prix, etc. Mais dans un monde où l'IA peut potentiellement à terme, pas encore totalement à l'heure actuelle, mais dans quelques années, pouvoir faire je sais pas, développer n'importe quel, je sais pas, du Zoom, développer
Teams développé Adobe dans 2 ou 3 jours, même pas prompt ou pas, hein. Le marché commence à se dire, et ben ça semble aussi pour ces entreprises-là. Donc ils sont obligés de le pricer. On dit le marché, quand il price une entreprise, il anticipe les cash flows futurs de cette boîte-là, plus la valeur de la boîte si on la revend dans 10 ou 15 ans. C'est ce qu'on appelle la terminal value. Donc entre guillemets, ces entreprises-là, je pense que le marché il va dire ok, on va continuer à faire de l'argent pour les 5, 6, 10 prochaines années. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au bout de la 10e, 15e année, la terminal value, hein, donc c'est la vente totale de la boîte, elle vaudra presque que dalle parce qu'on aura potentiellement des nouvelles entreprises, en tout cas des nouvelles façons d'opérer autour d'un problème que le software répond à l'heure actuelle, qui rendra totalement caduque ces entreprises-là. Donc le marché est clairement en train de price ça, et donc il se met à vraiment éclater des entreprises qu'on pensait presque intouchables, se font totalement démonter. Je pense notamment à des entreprises comme S&P Global, Moody's, non, ça va écrire, je sais plus comment c'est Moody's. Moody's, en ce moment, justement, c'est ça qui est assez violent, parce que des entreprises que j'aime beaucoup, qui ont un gros moat, ça je vais en parler juste après. J'ai quoi comme ou FICO, où c'est des entreprises, on va dire, de plus haute qualité en termes de software, qui ont vraiment un moat, en termes de licence. Donc, Ferizac, par exemple, ils font c'est une sorte d'audit que vous devez forcément payer, particuliers et entreprises, en privé pour estimer votre rating sur votre dette. Donc, est-ce que vous êtes solvable ou pas, à quelle échéance, et ça vous donne une note. Donc, c'est des entreprises qui sont implémentées depuis des décennies, même beaucoup plus, plus loin. Mais dans un monde où leur capacité est extrêmement forte de pricer à un prix extrêmement faible le risque, que ce soit le vôtre ou des entreprises, le marché se dit ok, mais potentiellement l'IA arrivera à le faire avec un prix encore inférieur. Là où une entreprise, je sais pas, ils ont peut-être 4000 employés, l'IA arrivera à le faire avec un nombre beaucoup plus faible, ce qui rend complètement caduque le business model de cette entreprise-là. Donc ça, c'est un point de vue, c'est le point de vue en tout cas du marché. Après, il y a des questions, dans le sens où le marché à l'heure actuelle pénalise à peu près, sans regarder vraiment dans le détail, toutes les entreprises de software. Et pour moi, effectivement, il y a des catégories d'entreprises de software qui, malgré le fait qu'elles pourront potentiellement être développées assez facilement avec de l'IA, il y a des choses qui ne peuvent pas être obtenues en faisant simplement du code. Donc je pense justement notamment à FICO, SPJ, etc. Ces entreprises-là possèdent ces données, elles sont propriétaires de ces données. Aucune entreprise IA ou autre n'est capable justement d'avoir, S&P Global par exemple, qui possède des données de tout ce qui est S&P 500. Une IA en soi n'a pas le droit d'y toucher. N'a pas le droit, au niveau de la propriété intellectuelle, en fait, c'est des mots, donc c'est des barrières à l'entrée qui pour moi sont immuables pour ce genre d'entreprise. Donc par exemple, ces entreprises-là sont extrêmement pénalisées, chose qui pour moi n'a pas vraiment de sens, mais c'est le marché qui décide de repricer l'intégralité des secteurs. Donc forcément, ça sell-off, pas forcément pour une bonne raison ou une autre, mais en tout cas, il y a une vraie pénalisation de ces types d'entreprises software pour aller plus vers des entreprises de hardware. Je sais pas, tout à l'heure, je regardais, des fois, je regardais les entreprises que j'ai en portefeuille, par exemple, Regal Redox, qui eux font de l'industriel, des écrous, des actuateurs ou autres. Donc, on va dire des choses tangibles. Elle ne connaît absolument pas la crise. Et il y en a plein d'autres qui sont dans ce cas-là. Donc, c'est un peu genre, le monde se retire des bits, il va plus vers les atomes. C'est une citation de ça, c'est dans le sens où les entreprises sont plus investir dans le concret, dans le réel, en tout cas les marchés, et délaissent totalement le marché du software. Et le marché du software, c'était à l'époque, parce que plus vraiment maintenant, le marché qui coûtait le plus cher en termes de valorisation, en termes de multiples. Donc un retour à la moyenne vraiment violent des multiples de valorisation de ces boîtes-là, forcément entraîne des énormes drawdowns. Pendant le Covid, on était sur des boîtes qui étaient à 35, elles ont fait x4 depuis le Covid, sur un ETF
forcément derrière, les multiples de variation étaient extrêmement élevés pour certaines d'entre elles, et le marché a décidé de pénaliser l'intégralité de la chaîne. Il y a un énorme pop-up qui s'est mis sur mon écran. C'est bon. Donc voilà un peu pour le truc. Je relis vite fait vos commentaires. Je n'ai pas compris le choix de Trump pour le coup. Parce qu'en fait, il avait besoin. Je pense que les taux bas, il va les avoir. Pour moi, il n'y a pas de doute. Pour moi, à terme, l'IA est plutôt déflationniste qu'inflationniste. Il y a quand même à court terme potentiellement une inflation avec les prix des composants qui veulent créer des mastodontes en termes de data center, comme vous le voyez avec les capex des entreprises américaines qui explosent, notamment le Mag 7. Donc ça, effectivement, peut-être à court terme, ça fera un impact inflationniste sur l'infrastructure. Mais par contre, moi, il y aura un impact fortement déflationniste sur tout ce qui va être service, le coût des services. Et c'est ça qui a, depuis longtemps, poussé l'inflation vers le haut. Donc pour moi, je ne me fais pas trop de problèmes sur l'inflation dans les prochaines années, ce qui justement poussera potentiellement assez rapidement, je pense, toujours des taux courts de plus en plus bas. Ouais, voilà, Nash, il montre rien. SAP, pareil, hein, grosse entreprise française, software et autres. Shopify, il y en a plein. En fait, il y a un risque, comme je dis, un risque de disruption réel. Est-ce que ça va toucher tout humain? On n'en sait rien. On ne sait pas vraiment. Est-ce que ça va toucher le paiement? Est-ce que ça va toucher le commerce? Est-ce que ça va toucher juste les software IT? La réalité, c'est que pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. On sait que le potentiel est monstrueux et que ça va avoir forcément un réel impact au cours des 10-15 prochaines années. Et le marché n'attend pas 15 ans avant de se réajuster en termes de prix. Il le fait bien en avance. Je ne sais pas, notamment si vous avez vu récemment le dernier modèle de Google pour tout ce qui va être Google génération de monde ouvert ou autre. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette news-là. Exactement, Google Genie. Donc Google Genie, où justement, je ne sais pas si vous l'avez vu vite fait. En soi, vous tapez un prompt vraiment basique et derrière, en fait, vous êtes en capacité d'être immergé directement dans le monde avec votre prompt et bouger le personnage, bouger n'importe ce que vous avez prompt, en tout cas interagir avec l'environnement. C'est-à-dire pourquoi le prix de la mémoire a explosé, on va en reparler après. Mais ça, tu vois là, tout ça, c'est d'un simple prompt qui a généré ça. Donc potentiellement à l'heure actuelle, ça sert un peu à rien, on est d'accord. Je vois énormément de critiques en mode ouais, mais c'est de la merde, c'est pas. Mais un réel impact, en soi, pour l'instant, on en est là, mais vous imaginez chez GPT à 3 ans, donc pas à peine 3 ans. Donc 3 ans où on est arrivé, dans les 5-10 prochaines années, il y aura une vraie disruption sur énormément de secteurs. Je suis pas forcément bullish pour les jobs de tout le monde et le mien premier. Mais il y a un vrai changement fondamental qui se fait à l'heure actuelle sur le repricing des marchés financiers. Et typiquement, voilà, la sortie de Genie, qu'est-ce que ça a fait? Ça a impacté les boîtes de jeux vidéo. Donc, par exemple, je sais pas, Unity, ils ont fait, à la sortie, ils ont fait moins 30, moins 40%, à cause de la sortie de ce genre de modèle. Parce que même si à l'heure actuelle, ça ne sert à rien, ça ne va pas piquer de la part de marché, on sait qu'à terme, ce sera nettement plus supérieur. Donc, c'est assez impressionnant. La technologie est exponentielle. Donc, c'est clair que ce qu'on est capable de créer maintenant, je n'imagine pas ce qu'on sera capable de créer dans 3-4 ans. Très bonne question, Tapion. C'est là où aussi ça va être extrêmement intéressant. Donc, effectivement, ces boîtes de software ont beaucoup de cash, mais comme je dis, déjà, elles chutent de base parce qu'elles ont un multiple de valorisation élevé. Donc, il revient à la moyenne, donc déjà, ça fait chuter de 20-30%. Et d'ailleurs, il y en a qui sont un vrai problème de disruption, mais il y en a, comme je vous dis, qui potentiellement savent qu'elles sont intouchables. En tout cas, elles le croient. Potentiellement, moi, je serais potentiellement d'accord avec elles. Donc, la question, c'est à la fin. Forcément, on a un biais.
et faudra s'y cantonner. Mais sont capables potentiellement d'investir dans l'IA, ça c'est certain. Mais là où, je sais pas, un paquebot se met à investir massivement en l'IA et vous déployez de l'IA dans leur entreprise pour changer leur business model, c'est beaucoup plus simple maintenant qu'une équipe de 10 personnes sortie de nulle part code des trucs beaucoup plus puissants qu'une entreprise de 5000 personnes va pouvoir faire en quelques semaines, années, quoi. Plus on est agile, justement avec l'IA, plus on a une capacité de disruption grande. Donc c'est extrêmement compliqué pour les entreprises qui sont titanesques de faire des vrais pivots. Mais par contre, ce qui sera intéressant, c'est qu'avec la chute de valorisation de ces boîtes-là, ce sera intéressant de voir celles qui se décident, ok, j'investis énormément en R&D parce que je suis obligé de faire de l'IA, je suis obligé de sortir un truc de l'IA, et d'autres qui se disent, dans tous les cas, même si je suis en retard un peu sur l'IA, mon mot est beaucoup trop grand. Donc, je pense à des entreprises comme SPGI, FICO, etc. Et qui, elles, vont potentiellement, au lieu de faire de la full R&D, vont se mettre à racheter massivement leurs actions. Parce que, historiquement, elles ont toujours été chères leurs actions pour faire du buyback, mais potentiellement, ce serait le moment justement de montrer au marché qu'elles sont constantes, quoi. Donc c'est une grande question justement, et j'ai absolument pas la réponse. Pour moi, il faudra avoir des biais. Pour moi, il y a des entreprises qui n'auront pas de sens. Arrêter Adobe, par exemple, Adobe, Figma, etc. Pour moi, en fait, la bureaucratie basique qu'on faisait à l'époque n'aura plus vraiment de sens dans 10 ou 15 ans. Je me vois mal faire dans 15 ans encore full PPT, machin ou autre. Peut-être, hein. Mais quand vous voyez maintenant sur des PPT sortis d'une IA ultra rapidement, on n'a pas besoin d'avoir un software comme Adobe, même si effectivement les entreprises adorent Adobe, ça, il n'y a aucun souci. Voilà, il y a aussi effectivement la composante B2B, B2C, qui potentiellement, B2C sera beaucoup plus compliqué de convaincre vos utilisateurs d'utiliser leur software, alors qu'il y a potentiellement mieux en termes d'IA. Mais par contre, il y a des entreprises qui vont toujours vouloir avoir un peu de sécurité, au début en tout cas, en utilisant des softs qu'ils ont toujours utilisés. Donc là, elles continueront de vendre en B2B. Mais là où maintenant, à l'époque, elles grossissaient de 20-30%, potentiellement leur croissance va ralentir. Et on sait qu'il y a potentiellement une épée de Damoclès qui vient d'apparaître sur leur tête. Et ça, le marché déteste ça, surtout quand il y a une valorisation ultra élevée. Parce que les entreprises de soft ont toujours une valorisation ultra élevée, parce que tout le monde est en mode, ils ont développé ce soft-là, personne ne peut les imiter, personne n'a la capacité de prendre des parts de marché. Maintenant, le problème, c'est que, je ne vais pas dire en un simple compte, on peut, mais à terme, ce sera en tout cas nettement plus simple qu'on pouvait à l'époque. Donc le marché reprice ça. Ce qui crée justement des mouvements ultra violents sur ces entreprises-là. Donc c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est des choses qu'on n'a absolument pas connues. Après, comme je vous dis, c'est qu'il y a un sell-off massif. Est-ce que Amazon sera disrupté par l'IA? Je pense pas. Je pense qu'ils vont gagner énormément. Mais le marché quand même vend Amazon parce que en fait, ça reste quand même potentiellement tout est vendu ensemble. Donc la question, c'est effectivement qui résiste mieux ou pas. C'est toujours intéressant de savoir. Mais je sais pas l'exemple. Je n'ai pas trop d'exemples. Il y a quand même pas mal de ventes. Mais voilà, par exemple, un Nvidia qui est extrêmement cher, extrêmement élevé, qu'on se dirait le behemoth, quoi, il est à simplement à moins 1%. Là où il y a d'autres entreprises qui vont potentiellement se faire disrupt beaucoup plus facilement, elles sont à moins 5, moins 10%. Parce que pour disrupt Nvidia, qui elle fait du hardware pur, même s'il y a une couche de software au-dessus, mais à la fin, l'IA, Cloud, OpenIA, le grand gagnant sera forcément Nvidia. C'est vrai que j'ai une explosion de faits de sécurité, c'est potentiellement bullish pour les boîtes de sécurité. C'est certain, parce que les softs codés par des agents. Bien sûr, il y en a. Je sais qu'il y a des boîtes de soft, je sais pas, j'ai oublié, je sais pas au-dessus de quelqu'un qui avait parlé, mais je vais juste finir ça dessus. Mais c'est certain qu'il y a des boîtes de soft qui vont gagner énormément et qui sont encore vendues à l'heure actuelle. Si on est en capacité justement de déterminer qui va gagner et qui va pas gagner, ça peut être extrêmement intéressant. Typiquement, Cloudflare, c'est pas du pur cybersécurité, mais c'est des choses que moi j'aime bien et qu'en tout cas le marché a l'air de dire que c'est pas non plus le pire en termes de soft, qui commence à m'intéresser, mais il y a d'autres boîtes.
BRK, je crois que c'était. D'autres boîtes de consulting, pardon, de cybersécurité qui sont extrêmement vendues. RBRK en est un exemple. Je n'ai pas d'autres en tête. CrowdStrike, qui est pareil extrêmement vendu, mais la réalité, c'est que pour moi, effectivement, le côté faille de sécurité sera extrêmement important et intéressant à avoir en portefeuille sur certaines valeurs. Mais en fait, même ces entreprises-là, le marché le sait très bien, mais elles restent quand même à des valorisations monstrueuses. Enfin, je veux dire, là, on paye 80 fois les free cash flow. Ça reste quand même extrêmement élevé. Yes. Bien sûr. Totalement. C'est déjà le cas d'ailleurs, il me semble. Ok. Tu parles de quelle entreprise? T'as une entreprise en tête ou... Non, c'est vraiment possible. Après, le problème avec le hardware, surtout dans un monde où on est en train de faire la course vraiment à l'IA et à la puissance de calcul, c'est les first movers ont tellement d'avantages par rapport à ceux en retard. Euh, je veux dire, à l'heure actuelle, on achète du Nvidia pas parce que Nvidia, c'est pas cher. C'est juste parce que c'est les seuls et on veut la meilleure puissance de calcul, la meilleure update. Donc on va pas du Nvidia. Là, à l'heure actuelle, pareil, les prix de la mémoire ont flambé. Les entreprises ne sont pas en mode j'arrête d'acheter de la mémoire. En fait, c'est vraiment le rush. Donc les entreprises qui potentiellement commencent à développer, notamment en Chine, parce qu'après c'est pas étonnant, hein, la Chine a envie de sortir on va dire de l'hégémonie américaine en termes d'hardware pur. Et je pense qu'à terme, ils y arriveront. En IA, ils sont clairement pas loin, je pense. En IA pur, sur les open source, il y a eu pas mal d'articles qui restent quand même extrêmement impressionnants. Et même Jensen le dit. Et par contre, là où les Américains ont clairement un avantage, c'est sur le hardware pur. Je veux dire pareil, même pour le ASML ou même pour tout ce qui va être la TSMC, donc ils font les puces 2 nanomètres. Les Chinois sont encore qu'aux 10-12 nanomètres par eux-mêmes. Donc ils sont quand même extrêmement en retard. Mais c'est certain qu'il y a des acteurs qui vont émerger. Mais pour l'instant, dans le monde où on est en gold rush sur ces technologies-là d'hardware, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a aucune concurrence. Même AMD n'y arrive pas, donc c'est pas pour rien. Quoi, tout ça... Je vais attendre vite fait autre chose. Tac, tac, tac. Mais oui, non, mais après, donc ouais, pareil, notamment, je suis pas en train de voir pour justement renforcer mes positions sur la mémoire. Et typiquement, SK Hynix, hein, qui a fait un run monstrueux, on est passé de 200 à 800 balles. SK Hynix, c'est quasiment. Donc là, on pourrait dire qu'elle vaut super cher. Hein. Mais en fait, là, à l'heure actuelle, elle vaut 30 fois ses free cash flow. Mais l'estimation de la croissance de l'année prochaine de SK Hynix, la price à 6 fois justement son free cash flow. Donc 6 fois le free cash flow en 2026. Donc dans les 3 prochains quarters, elle va faire 25% de la market cap en cash. Ce qui est stratosphérique. Et on sait que la RAM, on risque d'être complètement en manque 2026-2027, même si c'est ultra cyclique, hein, je vous répète, ce genre de boîte, historiquement, ça a toujours été cyclique, hein, donc des périodes où le prix de la RAM explosait pendant quelques années, quelques mois, parce que c'était sous tension en termes d'approvisionnement entre la supply et la demande. Et à l'heure actuelle, la demande est tellement stratosphérique. Quand vous voyez tous les capex de Google qui sont annoncés, encore revus à la hausse, encore, Meta, on estime 120, là Google il claque 150, après Amazon il déclarait 120, ils vont finir par claquer 180. Ce sera intéressant à la publication d'Amazon. Mais on voit que
les grosses entreprises américaines sont vraiment en train de faire un gold rush sur le data center et la mémoire est forcément extrêmement nécessaire, notamment pour tout ce qui va être, je sais pas si vous parlez si vous utilisez ChatGPT ou pas, mais la réalité c'est que ChatGPT il perd tous les 3 jours que vous le lancez, il perd ce qu'il a fait les 3 derniers jours. Il a toujours on va dire son historique, mais il a perdu complètement, je peux pas sa personnalité, mais sa mémoire, hein, c'est atypique, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, sur ChatGPT, il ne stocke pas ce qu'il fait avant. Je veux dire, sa personnalité, c'est les travaux qu'il fait avant. Il peut aller rechercher ce qu'il avait fait avant, mais il ne stocke pas en direct ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le coût de mémoire est plutôt stratosphérique. Mais c'est certain qu'à terme, si chacun a son IA sur son PC pour aider à faire le boulot ou autre, elle a besoin d'avoir une mémoire qui persiste, qui est toujours là, il n'y a pas besoin d'aller chercher à droite et à gauche, elle est persistante. Mais pour ça, il faut que dans le cloud, on ait une capacité de mémoire ultra forte. Et ça, la mémoire, en fait, la demande est tellement venue d'un coup que la scalabilité de production de ces entreprises-là sont extrêmement lentes. Et en plus, il y a un pur oligopole, entre un duopole, oligopole, ouais, ils sont plutôt 2 ou 3, entre SK Hynix, Samsung, euh, SK Hynix, Samsung et qui a le troisième? Ouais, exactement. Donc Micron, qui est du coup lui pour le seul acteur américain, qui pareil a une croissance folle. Donc tu vois, Micron par exemple, il se paye 93 fois ses free cash flow, c'est-à-dire qu'il est 3 fois plus cher, même en termes de croissance, parce qu'il projette la même type de croissance avec Micron et les autres, hein, mais il est 3 fois plus cher à l'heure actuelle. Donc en soi, par exemple, des boîtes comme SK Hynix, pour se retrouver à avoir le même prix que Micron, il faudrait qu'elle fasse x3, quasiment. Sachant qu'en plus, il y a une décote. Pourquoi cette décote-là? C'est parce que, en fait, typiquement, SK Hynix est coté en Corée. Les Américains et même nous, on n'est pas en capacité d'acheter des boîtes coréennes en direct. On peut acheter un ETF sur les boîtes coréennes, mais pas les boîtes coréennes directes. Mais on sait qu'à terme, Samsung et SK Hynix vont créer un ADR, donc un second listing aux États-Unis qui va permettre aux investisseurs d'investir directement directement sur leur boîte. À ce moment-là, je me mettrai moi personnellement à vendre mes positions parce que ce sera tellement le pic, je pense, en termes de signaux. Mais en tout cas, c'est des boîtes effectivement qui ont un backlog qui est complètement acheté, qui augmentent leur prix comme pas possible. Hein. Parce qu'en fait, ils ont un pouvoir de négociation stratosphérique. Donc en fait, il n'y a que ces 3 boîtes-là n'augmentent pas leur capacité, n'augmentent quasiment pas la capacité de production et sont totalement en entente pour monétiser les prix de la RAM. Donc, en fait, c'est le boss. Nvidia était le boss avant, mais maintenant, en fait, Nvidia arrive vraiment à produire et même eux, ils sont en demande de mémoire. Donc, parce que forcément, dans le cas graphique, il y a aussi un besoin d'avoir de la RAM. Donc, par exemple, ce secteur-là est complètement saturé de demande par rapport à l'offre, quoi. Donc, il ne faudra pas étonner que maintenant, si vous voulez vous construire un PC, faites-le maintenant, et encore, maintenant, c'est déjà cher, mais ça risque, en tout cas pour la mémoire, de continuer pas. Mais il ne faut pas oublier ça reste du cyclique. Si ça reste cyclique, c'est qu'à un moment, ça finira par faire moins 60, moins 70%. Mais la question, c'est est-ce que le cycle va durer 1 an, 2 ans, ou est-ce qu'on est dans un méga cycle d'investissement, ce qui semble être le cas en termes d'IA. Dans ces cas-là, ça va peut-être durer plus, au lieu de 1 ou 2 ans, ça va durer 3 ou 4 ans, donc la connerie peut aller beaucoup plus loin. Le crash de cette bulle. Ah, mais on sait qu'en fait, tout le monde, on peut dire que c'est une bulle. La question, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Pourquoi ça monte autant? C'est que, si on regarde, par exemple, Finichat, je recommande d'ailleurs, c'est vraiment pas mal. Je sais pas, j'ai pas vu. Je vois. Et par exemple, c'est mal foutu parce qu'on ne voit pas. Mais là, vous voyez le cours de l'action, et ça, au-dessus en bleu, c'est les attentes de résultats. Non, c'est pas du tout ça. C'est le price target.
Voilà. En dessous, c'est les attentes de résultats. Et la réalité, c'est ce qui est repricé. Par exemple, en 2024, le résultat était pricé comme ça. En 2025, comme ça. En 2026, comme ça. Et vous voyez qu'en fait, il y a complètement une explosion à l'heure actuelle d'un repricing de ces entreprises-là, parce que tout simplement, en fait, là, on passe de 14, donc c'est 14 millions, peut-être 14, ouais, 14 millions de dollars prévoyants, je sais plus c'est quoi leur monnaie, à une estimation potentiellement à plus de 100, voire 150 en 2028. Ce qui fait que forcément, bah, on a une attente de fois 10, fois, 10 fois leur chiffre d'affaires qui vont augmenter au cours des 2 pour 3 prochaines années. Et c'est des trucs qui vont marger à 80%, hein, comme Nvidia. Hein, donc ça va être dingue. Quoi. Que je peux voir comment ça va impacter les constructeurs de PC, pour moi, ça sera extrêmement négatif. Je veux dire, même Micro et Samsung ont arrêté de vendre dans les chaînes retail de leur RAM, parce qu'en fait, ils ne peuvent plus produire, ils ne peuvent plus se permettre de la vendre, parce que la demande est tellement forte. Parce qu'eux-mêmes n'ont même pas, j'avais vu, typiquement pour les écrans d'ordinateur, pas d'ordinateur, par les écrans de télé, peut-être les ordinateurs aussi. Donc, dans les écrans de télé, il y a de la mémoire. Et souvent, normalement, Samsung achetait sa propre mémoire à sa division mémoire. Et là, clairement, c'est disons mémoire. Ouais, non, frérot, en fait, je t'en file pas, en fait, la demande. On te propose 10 fois plus à l'autre côté. Pourquoi je vais te vendre ma mémoire à un prix copain, parce qu'on est la même division, enfin, la même entreprise, alors que je peux la vendre 10 fois plus cher, et ta télé, bah, tu la vends 10 fois moins cher. Donc, en fait, même au sein de l'entreprise, ils se tirent la gueule en mode je te vendrai pas ma euh, donc, euh, donc c'est clair que le PC, c'est clairement pas l'avenir, en tout cas en termes de prix. Même repenser potentiellement, même à terme, la réalité c'est que même à terme, on risque de tous finir sur du cloud computing, tout finira sur le cloud, je veux dire, on ne possédera rien et on sera content. Quoi. C'est un peu le dicton qui a été prononcé par l'ancien chef. Ouais. Mhm. Ouais, je peux comprendre totalement, mais moi, tu vois, je peux. Ah oui, non, mais ça, par contre, effectivement, sur le quid de la donnée, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et c'est pareil, hein, avec l'IA, j'ai essayé Clobot, par exemple, je pense que tu connais à l'époque OpenClaw sur PC, etc. Je me suis dit, mais en fait, tu peux accéder à n'importe quel fichier root. Quoi. Donc, il y a une vraie question sur les données, mais la réalité, c'est que je pense qu'une énorme partie de la population n'a rien à foutre. Le retail lambda, moi, je te dis, Ouais, non, mais il y a des entreprises, ça c'est certain. C'est certain. Mais pour moi, je pense quand même que, en tout cas, en tout cas côté jeux vidéo, tu vois, typiquement, à l'époque, j'étais sur Shadow, je sais pas si tu connais. Euh, C'était quelque chose que j'utilisais au cours. Donc, c'est du cloud computing. Je me connectais sur un vieux PC à la pompe qui avait la fibre dessus. Et j'avais accès à une 4070 dans le cloud. Et honnêtement, je kiffais, c'est trop bien. Donc, je me dis que dans un monde où un investissement autant en cloud, que ce soit Microsoft, que ce soit Google ou autre, pour moi, il y a de moins en moins d'intérêt à vendre des unités personnelles à chaque personne. On sera tous branchés sur une énorme mainframe autre part. Et c'est ma vision. Je peux comprendre totalement que. Ouais. C'est-à-dire. Non, non, bien sûr. Donc pour toi, par exemple, effectivement,
Ouais, mais ok, non, mais bah, je suis dans un monde où tu arrives à. Parce que là, effectivement, je te rejoins sur Shadow ou autre, même ils n'arrivaient même pas à gérer la demande et c'était trop cher en termes d'investissement pour le business model. Dans un monde où maintenant les entreprises ont investi des centaines de milliards, euh, je veux dire, on est plus sur les mêmes techniques, problèmes d'infrastructure qu'on pouvait voir à l'époque sur la demande, de la maintenir. Mais je peux comprendre totalement ton doute là-dessus, mais la question donc c'est-à-dire que même pour toi, entre guillemets, à l'heure actuelle, ça a vraiment une bulle, le fait d'investir autant, que ce soit Google, machin ou autre, dans le cloud. Pour toi, il y aura énormément de choses qui sont en train de passer dans le cloud qui reviendront dans le même cloud. Quoi. Ah non, c'est certain. Et parce que justement, c'est ça. Hmm. Potentiellement. Ce sera de son suivi. Hein. Je veux dire, le monde qu'on arrive dans les 5, 10, 15 prochaines années, pour moi, vont être impressionnants. Je suis le premier à penser que la c'est que. Voilà, t'as comme l'image avec la couche de l'AJ, sans parler d'AJ ou autre. Et je pense qu'il y aura une vraie disruption. Peut-être pas en France, parce aux États-Unis en premier, forcément, vu que la France est toujours en retard. Mais il y a une vraie disruption du travail, du modèle de travail qu'on a à l'heure actuelle. Parce qu'il y a énormément de choses qu'en fait, il n'y aura aucun intérêt d'avoir encore des gens en train de le faire. Donc il y aura vraiment, ce sera vraiment intéressant justement de voir. Moi, je suis en mode, c'est même pas, je compte pas travailler jusqu'à 65 ans, c'est que je pars du principe qu'en fait, il n'y a même plus de travail pour nous, en tout cas pour ce que je fais, euh, quand j'arriverai à 65 ans. En fait. Donc, ça sera intéressant de voir justement pour moi. Enfin, je suis en mode, dans 15 ans, pour moi, j'ai plus de taf. Quoi. Et c'est intéressant et en même temps flippant. Quoi. Mais ce sera intéressant justement de voir l'évolution les prochaines années. Je sais pas si pour ceux qui utilisent pas beaucoup l'IA, mais en tout cas, il y a des vrais bons en termes quand même de capacités qu'on n'avait pas il y a 2-3 ans. Déjà quand ChatGPT est sorti, ou même, je parlais encore avant. Donc, ouais, ce sera intéressant à voir. Ah non, 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 clairement. Mais je veux dire, je veux dire, on parlait même pas de ça il y a 3 ans, quoi. Et maintenant, on se pose la question si on sera remplacé. Donc, est-ce que c'est une bulle aussi potentielle? Est-ce que le pur AI LLM, comme on l'a inventé, est-ce que c'est une bulle? Potentiellement. Mais la réalité, c'est que si ça ne l'est pas, et ben, dans 10 ou 15 ans, je veux dire, quand on voit les bons en termes de puissance de calcul, déjà la loi de Moore, qu'on est en train de complètement d'éclater avec les nouvelles GPU de NVIDIA, je me dis quand même, on a un futur assez intéressant qui arrive dessus. Et j'ai même pas parlé de tout ce qui va être robotique, robotique humanoïde, qui pour moi sont des gros tremplins de gains de production pour les entreprises dans les 10-15 prochaines années. Quoi. Quand on voit que Tesla a décidé de fermer les productions de deux de ses modèles, je sais plus le E et le S, je crois, je sais plus le E et Y, qu'importe, pour commencer à produire des robots, je me dis qu'on arrive quand même dans un monde où il y a un vrai chip qui va se mettre en place. Je pense pas qu'il risque d'être beaucoup rentable au début avec le robot d'Elon Musk, où le prix et la capacité, on va dire, euh, de faire des tâches pour l'instant de la robotique humanoïde. Mais je me dis que, enfin, je veux dire, on est qu'au début. On est qu'au début et ça ne va faire que s'améliorer. Quoi. Là, bien sûr, ça c'est certain. Bah, j'ai vu ça à l'époque, ouais, quand ils avaient fait ça un peu. Mais non, mais c'est certain. En plus, Tesla, je veux dire, c'est les pros pour générer de la hype. Hein. Mais il n'y a pas que Tesla, hein. Il y a Uditech, etc., qui montent des vrais robots avec des capacités humanoïdes. Après, c'est clair qu'ils ne sont pas autonomes.
c'est pas tous les fous dans une usine, mais ils vont savoir quoi faire. Mais je veux dire, on est passé de, on a rien, on avait Boston Dynamics à l'époque qui faisait quelques trucs, à maintenant une vraie guerre, une vraie course à la montre pour faire quelque chose de décent, quoi. Donc, ah, mais Tesla, oui, mais Waymo là. Ah, mais bien sûr. Certains. Mais la voiture autonome, on l'a, hein. Waymo, c'est une voiture totalement autonome. Je veux dire, même si effectivement pour l'instant elle est cantonnée que dans certaines villes ou autres, elle est développée à scale et la réalité c'est que ça marche pas bien. Mais c'est sûr qu'il y a plein d'effets d'annonce, c'est compliqué de voir les choses, mais en tout cas on va clairement dans la bonne direction. Euh, c'est pas de doute. Attends, sinon vous avez pas mal cette projection. Ah oui voilà, ouais. On va revenir sur le sujet pour éviter de parler, sortir trop du sujet. Marché US, bah, pour moi, marché US, je veux dire, la question, ce sera justement la prise de décision de Warsh, hein, mais je reste quand même assez bullish sur le marché américain. Au niveau du consommateur, on n'a pas encore de pic de faiblesse. On a effectivement quand même une montée unemployed, je pense. Unemployed, ben, je vous dis, hein, peu à peu une montée du nombre de sans emploi. Donc souvent, comme on le rappelle, hein, c'est le marché souvent est dans deux prismes. Soit il y a de moins en moins d'emplois, soit il y en a de plus en plus de sans emploi, pardon. Donc souvent c'est un boom économique et là c'est plus une récession. Maintenant il y a énormément d'emplois en tout cas qui sont annoncés à cause de l'IA ou autre. Euh, Est-ce que c'est vraiment l'IA? Est-ce que c'est pas plutôt juste une justification? C'est possible. Mais pour l'instant, on a un peu les hard data qui pointent en mode c'est le bordel, le pic de nombre de sans emploi commence à monter. Et on a des soft data, en tout cas des consommations des ménages, qui restent extrêmement fortes, ce qui fait que les marchés restent quand même extrêmement élevés. Et en plus, on a vraiment la vague narrative IA, comme on parle, hein, qui pousse les marchés toujours vers le haut, parce que qui dit IA, qui dit les marges qui vont augmenter, production qui vont augmenter, et donc tout ça ne va faire qu'augmenter la rentabilité des boîtes, et forcément, on va faire monter Wall Street. Donc là, à l'heure actuelle, on a quand même un sell-off, mais qui est pour moi exacerbé dû à justement le software, hein. Mais le marché en termes de général reste quand même on va dire, assez bullish. Mais effectivement, on peut s'attendre à des pullbacks, à savoir, moi j'ai toujours dit qu'on pouvait encore aller rechercher les niveaux, hein. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de pullback, donc potentiellement les 6610, 6600, pardon. Je ne vais pas attendre les 6100 pour potentiellement renforcer certaines de mes positions, mais en tout cas, c'est des zones que je me mets qui sont extrêmement intéressantes. Mais je reste effectivement dans un monde où on va avoir un taux d'inflation qui restera assez élevé, jusqu'à ce qu'il y ait une vraie descente grâce à potentiellement l'IA avec la chute des prix des services qui va faire du bien à l'inflation. Et je ne vois pas, entre guillemets, pour l'instant, je n'ai pas de sujet sur effectivement une décroissance qui va venir en fait, parce que les investissements sont tellement gargantuesques par les entreprises que en fait potentiellement ça cache la décroissance sur d'autres secteurs et ça fait que le marché continue à faire des all-time high alors qu'effectivement il y a d'autres secteurs qui sont en berne. Voilà, Translation qui met 1%. Translation après Gélic, mais c'est toujours intéressant d'avoir les données, quoi. Le sell-off actuel, pour moi, le sell-off actuel, donc là, enfin, ce que je veux dire, le sell-off actuel, pour moi, c'est plus catalysé, pas justement les sorties des derniers plugins de LLM et autres, qui pèsent énormément sur le software, et le software, forcément, dans le S&P et dans le Nasdaq, c'est des parties intégrantes très, très fortes. Donc forcément, cette chute-là, c'est pas une chute qu'on voit sur le secteur dans la globalité, mais plus focus sur le software qui emporte les autres.
Donc pour moi, c'est pas une chute à cause d'un problème macroéconomique ou économique ou autre, hein. C'est purement le risque de disruption sur tout un pan de l'économie. Et ce point de l'économie-là, forcément, était valorisé ultra cher. Donc derrière, quand il y a un retour à la moyenne, bah, ça se fait sentir dans le stock picking et ça se fait quand même sentir dans le Nasdaq et ces choses-là, quoi. C'est un peu ma vision. Est-ce qu'on passerait pas aux crypto? Je sais pas s'il y en a qui ont des cryptos encore en portefeuille. Peut-être que ça intéresse plus les gens, hein. Et le quantique, pour moi, c'est full bullshit. Voilà. C'est un peu. Soit j'y connais rien. Bon, après, mais pour moi, il y a. Quand je regarde, en tout cas, ceux qui ont l'air de se connaître énormément, donc le dernier CEO de Ionic ou autre, pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout et qui n'a pas de. Qui, on a des années-lumière encore, des décennies d'intérêt, quoi. Surtout que c'est des stocks qui sont extrêmement hypés, donc maintenant ils sont valorisés ultra cher. Je pense à Ionic, hein, qui doit se péter la gueule en ce moment, ouais, voilà. Parce que c'est beaucoup de hype et derrière il n'y a pas grand chose. Enfin, il n'y a même rien en fait. Enfin, Ionic, ils ont quand même réussi à pump, giga pump leur stock grâce justement à la narrative quantique et ils se sont mis à faire du M&A. Après, ils créent des nouvelles actions quand leur boîte, donc là, ils ont créé plein de nouvelles actions, donc vu que leur stock était hyper cher, ils se sont mis à créer des nouvelles actions à ce prix-là pour lever des millions et des milliards, pour racheter des vraies entreprises qui faisaient du quantique. Alors, c'est vraiment fake it till you make it. C'est littéralement le genre d'entreprise où c'est, je sais pas si vous connaissez l'expression, mais c'est ça. Ils ont fake it en mode on va faire des trucs de fou dans l'IA, ils ont levé énormément d'argent, ils se mettent à racheter des boîtes qui eux font peut-être des puces quantiques, commencent à faire des applications quantiques pour faire du quantique, quoi. Donc très marrant comme chose, mais pour moi c'est vraiment un stock de hype et autres. Alright, on va passer au crypto. Je pense que quand même ça intéresse certaines personnes et je vois que quitte à nous faire un live, je pense que je suis les cryptos, autant les décortiquer un peu. On va commencer le total. Ça reste quand même quelque chose. C'est brutal, mais moi j'ai pas parlé de total, tu vois. Mais après le total, c'est vrai qu'il y a merde. Les stablecoins. Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas grand chose à dire, hein. La construction aussi a été propre, était assez élevée. On était quand même parti de 700 le BTC qui était à 20K à 120. Forcément, derrière, on est monté assez proprement, hein. Ça a été beaucoup moins bourrin qu'on a pu l'avoir à une époque. Mais ça n'en reste que la montée était quand même vraiment poussif, qui est potentiellement plus sur le BTC. On avait quelque chose de propre, avec des phases de consolidation montée, mais forcément il devait y avoir un pullback. Et le pullback qu'il y a eu, qui est à l'heure actuelle assez violent, même par rapport historiquement, quand on regarde à l'époque, on était rarement sur ce genre de chute aussi rapidement. Ça ne veut pas dire que c'est fini, ça ne veut pas dire que c'est la bottom, ça on en reparlera juste après. Mais c'est assez marrant. D'ailleurs, c'est marrant, à l'époque, on a mis ça pour stabiliser comme ça. Là, on a stabilisé comme ça. Enfin, on est de plus en plus pentu. Maintenant, on fait un bottom comme ça. Donc, c'est vraiment violent. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi énormément de spéculation. Il y a énormément de craintes au niveau du quantitative timing. Il y a aussi toutes les boîtes qui ont acheté du BTC qui sont potentiellement à risque, hein. Je parle de MSTR, mais MSTR n'est que la pointe de l'iceberg, hein. Il y a quand même énormément de compagnies qui justement étaient extrêmement forts en nichant de la dette, en achetant du BTC. Potentiellement, elles pourront être le déclencheur d'une vague, une liquidation, donc forcer de vendre leurs actifs à un prix en plus complètement dérisoire. C'est des choses qui peuvent faire pression du cas à court terme sur le prix, ça, il n'y a aucun doute. Mais est-ce que le BTC va disparaître? Non, comme je veux dire, comme à l'époque, on avait pu analyser, on n'analysait pas trop le Minute, on n'est plus chez Phil, mais comme qu'on avait traversé 2021, 2022, etc. C'est des phases. Je veux dire, on peut pas avoir le Graal quand c'est monte et ne pas souffrir quand ça chute.
on a la chute, et maintenant la question c'est où on va se placer, comment on va se placer, sur quoi on va se placer. Et c'est là où c'est intéressant justement de prendre son temps et de pas justement à chercher. Je veux dire, vous êtes la plupart un peu d'entre vous, je vous connais depuis maintenant plusieurs années, donc vous savez que c'est pas le moindre rebond. Il faut se mettre, oh là c'est bottom, et se mettre à faire des divergences, des divergences en 15 minutes ou en 1 heure pour choper un bottom, monthly, weekly. Mais la réalité, c'est que à l'heure actuelle, on est en train de faire un bear market ou un pullback ou autre. On aura, pour moi, GMP, hein, est-ce que tu penses que le BTC fera un ATH ou autre? Qu'importe, on va dire, limite à l'actif, tant qu'il est coté versus le dollar, il fera un plus haut. À moins que vraiment, il y ait quelque chose qui est problématique. Pourquoi? Parce que juste le dollar, comme toutes les monnaies, comme dans toutes les civilisations, ira à zéro, ce qui mécaniquement fait pousser le numérateur. Donc ça, il n'y en a aucun doute. Maintenant, effectivement, combien de temps ça va prendre? Là, un peu, les gens parlent de cycle. Je sais qu'effectivement, on a les catalyseurs qui pourront venir dans les prochaines années du halving ou autre. Hein, c'est tout connu, revu et revu, que le marché anticipe déjà lui-même. Mais là, à l'heure actuelle, on est dans un moment de correction et il faut juste prendre son mal à patience. C'est pas pour moi. Là, je ne vois pas les cryptos. Je suis en mode, c'est les soldes, faire des affaires. On a le temps. Est-ce que c'est le bottom? Pas forcément. Je me dis je vise encore en dessous des Vegas, hein, comme on avait pu faire à l'époque. Hein. Donc potentiellement ces zones-là, sans tomber à 22 non plus, hein, mais tomber autour des 40, 50K me paraît potentiellement à terme intéressant. Mais surtout, je serais intéressé de voir comment on y va. Si on y va, parce qu'on a une grosse liquidation, un peu à la FTX, je sais pas, un exchange, je pense pas un exchange, parce qu'il en reste beaucoup. Hein. Je crois que les gens disent Binance ou autre, mais je pense qu'on a des années-lumière de ça. Je sais pas, des entreprises comme MSCR qui font faillite, comme je sais pas, si vous voyez sur le Wall Street Time, les cryptos en mode cimetière avec une en rouge, des cryptos c'est fini. Là, ce seront potentiellement des bons moments pour acheter. Et là, à l'heure actuelle, on n'achète pas un bouton qui tombe aussi rapidement. Et vous pouvez le regarder dans tous les bottoms du BTC, vous aurez le temps d'acheter. Il n'y a aucun V-bottom sur les plus bas. Il y a le Covid, mais le Covid était vraiment particulier. Et puis même le Covid, c'était pas le bottom. En soi, le bottom avait été travaillé à l'époque à 6000 et on en avait refait un à 3000, à 3005. Tout ça pour dire que dans aucun monde on fait ça et après on fait ça. Ou alors, je n'ai aucun monde. C'est toujours pareil. On peut tout faire. Mais la réalité, c'est que dans 99% des cas, ce ne sera jamais le cas. Pour moi, on travaillera forcément la zone. On a fait une accumulation, une distribution. Pour moi, on a complètement distribué sur ces niveaux-là. Et on refera une accumulation ici. On mettra potentiellement peut-être tout 2027 à galérer, à pas faire beaucoup de chiffres. Mais on va accumuler la zone, on va travailler la zone comme on avait travaillé à l'heure actuelle. Hein. Même si c'est pas forcément le bottom, hein, on a eu un bottom en plus derrière. On va travailler la zone. Il n'y a pas besoin de sauter direct en mode putain c'est le solde, faut acheter. Alors effectivement c'est plus intéressant d'acheter à l'heure actuelle que quand c'était à 120 000 et que Trump était sur scène en vente son shitcoin. Ça, on est d'accord. On peut faire du DCA si vous avez prévu de faire du DCA et tout, tant que c'est le plan, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux, on vous a dit qu'ils veulent vraiment, je sais pas, ça veut pas dire que je veux vraiment acheter le bottom, mais on va dire c'est plus simple en tout cas d'acheter des bottoms que de vendre des tops, ça c'est certain. En tout cas, moi j'ai toujours été meilleur là-dessus. Mais en tout cas, c'est prendre son mal en patience. Je veux dire, on fera d'autres ATH, ça pour moi il n'y a aucun doute. Potentiellement le prochain, je sais pas, on fait 180, 200, 240 000 peut-être, des trucs comme ça. Maintenant, c'est une question de pas FOMO et de perdre tout son argent avant qu'on y arrive. Le marché, il faut survivre le plus longtemps possible pour pouvoir justement trouver des opportunités et en profiter. Si vous êtes mort avant que les opportunités arrivent, c'est juste que vous avez été trop rapide. Donc là, ça parle de centralisation et tout, mais qu'est-ce que vous voyez où jusqu'au bottom? Donc ouais, voilà, le bottom à terme, pour moi, il y a toute une... Pour moi, on n'est pas loin. On a fait le plus gros, hein, on ne va pas se mentir, on a fait moins 50%, pas bien, un autre moins 50%, ça fera moins 75%. Je pense qu'historiquement, on a rarement fait, je sais plus, ici, on a peut-être fait moins 80.
Ici, on a fait moins 77, donc potentiellement, on peut faire un moins 65, moins 67, c'est possible. En BTC à 40 000, peut-être. En fait, l'un des seuls problèmes que je me vois à l'heure actuelle difficile, c'est pareil d'acheter, c'est que le S&P reste en all-time high. Dans le monde où le S&P fait un moins 10, moins 15, en plus que les cryptos n'ont absolument pas la cote, mais on a potentiellement encore de la place au sud. Euh, Après, les gens ils peuvent se dire, ok, tu vises potentiellement 40, 50, je t'avoue qu'on est à 63, on n'est pas loin. C'est vrai, sur un actif comme BTC, honnêtement, on n'est pas à 10-15% près. Maintenant, c'est chacun fait sa gestion. Mais bon, pour moi, dans tous les cas, j'achèterai potentiellement dans 6 mois ce prix-là. Hein. Mais c'est juste, on aura créé une structure qui fera que, ok, ouais, on a travaillé. Le halving, c'est dans pas longtemps. Euh, on a complètement flush les spéculations, plus personne ne veut parler des cryptos. Et ben, on refait un cycle. Ça, pour moi, c'est toujours méthodique, ce qui a toujours marché. Moi, les cryptos, la dernière fois, je l'avais toujours acheté au bottom. Pourquoi j'ai fini par acheter ici ou ici une grosse partie de mes positions parce qu'on avait travaillé la zone, parce que je me disais, ok, on a potentiellement marqué le bottom, on a bien accumulé, on peut relancer. Et là, ce sera peut-être le cas. Peut-être pas forcément le bottom, mais en tout cas, j'éviterai de prendre les moins 60%. Quoi. En le mettant en 12e, ouais, je crois qu'on en avait parlé vite fait, donc effectivement, en 12e, quand je regardais, en parlant là-dessus, euh, tac, tac, si je mets ici, effectivement, le problème c'est qu'on a souvent revenu retester proche des anciennes bougies construites en 12 mois. Donc je me dis que si on vient reconstruire ici, potentiellement, ce serait cette zone-là. Donc on sait le 43 à 50, 43 50 qui est intéressant. Maintenant, si demain on y arrive si on arrive direct à 40K, je me mettrai peut-être déjà une bille, mais en tout cas, je ne me ferai clairement pas tout mon pognon. Il faut être stratégique. Il faut être stratégique et il faut prendre son mal à patience. C'est pas ceux qui se sautent le plus d'un coup sur les opportunités qui allaient sous longtemps. Parce que ça vous donne une mauvaise image de ce qu'il faut faire et vous finissez par vous cramer à force de sauter. Imaginez chacun qui se sont sautés, oh putain, il y a un pullback, j'achète, bah maintenant il n'y a plus d'argent pour acheter. Quoi. Vous êtes les premiers à savoir qu'il faut prendre son temps. On a un gap à combler à 3K. Donc je pense que je pense que vous le savez au fond de vous. C'est juste un peu, je vous rappelle un peu les bases. Mais voilà, on va potentiellement avoir des super opportunités. Il faudra juste pas chier. Et c'est important d'avoir des opportunités dans un monde où dans 10 ans, on n'aura plus de travail. Mais, euh, mais voilà. Contactez un prêt, les gars, vous avez toujours du cash à investir. Ah, c'est une façon, la maison en hypothèque, ça fait du cash sur le côté au cas où. On ne sait jamais. Mais surtout pas. Mais un prêt étudiant, allez hop. Bon, on commence à être assez, enfin, je sais pas, pour tout le monde, mais je crois qu'on commence à être assez vieux pour faire des prêts étudiants. Même moi, je suis un peu plus jeune, je me dis que maintenant ça fait un peu loin. Mais voilà, donc prenez votre temps, ne sautez pas sur ne sautez pas sur les opportunités d'un coup en mode ah putain c'est bon, c'est le bottom, let's go. Tous les bottoms ont été travaillés, retravaillés, hein, même à l'époque on faisait des grosses bougies comme on peut faire à l'heure actuelle. Hein. Parce qu'effectivement à l'heure actuelle on fait une grosse bougie, mais je sais pas moi, honnêtement, ça me fait rien quand je vois ça. Et pourtant j'ai les cryptos, hein. J'en ai vendu une partie en haut. Bon après je suis quasiment exclusivement en BTC, donc j'imagine pas que sur NAT ça peut être autre chose, mais donc là on est à moins 26%, je me rappelle on a fait moins 26%, là on est à moins 18%. Derrière on a quand même travaillé la zone. Il n'y a pas un truc en mode ah putain j'aurais pu acheter plus bas machin, c'est bon j'ai raté. Non, en réalité c'est qu'on a construit pendant plusieurs mois, on s'est fait chier, je me rappelle à cette époque-là. Et la réalité c'est que en fait quand tu penses, c'était le moment où vraiment le marché se fait chier, on latéralise pour rien après un énorme flush, qu'il fallait acheter. Donc faut être chier. Il n'y a pas à se presser.
Ouais, 26, tu vois. Tu en penses quoi pour ETH? Ouais, je vais faire ETH après, aucun souci là-dessus. Mais vous voyez un peu la chose, hein. Mais je pense que la réalité, c'est que vous le savez tous maintenant. Vous savez que vous avez de la bouteille. Euh, c'est pas. D'ailleurs, j'avais remarqué, on avait vu sur le truc, c'était. Merde, bah, c'était quoi le cliché? Un truc marrant, c'est que le BTC a l'air de bouger exactement comme le software. Euh, Quoi, une corrélation marrante qui veut potentiellement rien dire, mais assez marrant. Le BTC, c'est du software, voilà. On est pricé comme du software. Donc, BTC va être remplacé par de l'IA. Donc, ce sera Clobot BTC, Claude BTC, qui vont sortir leur propre crypto et le BTC ne servira plus à rien. Donc, marrant, on va dire, ce type de corrélation, mais tout ça pour dire qu'effectivement, il ne faut pas chercher midi à 14h, il ne faut pas s'amuser à lire sur les conspirations sur Twitter de pourquoi, le comment, machin. On chute parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité, il y a beaucoup plus de vendeurs qui commencent à paniquer, des mecs qui ont acheté énormément sur les ETF qui paniquent ou autres, qui justement forcément ça a amplifié la hausse et ça amplifie la baisse, mais ça permet derrière, on aura des opportunités, il faut juste prendre son mal en patience. Avax poubelle, hein. Donc j'en reparle vite après. ETH. Je pense que parmi les boîtes soft retail qui ont le plus de soleil, ce sont des boîtes avec un effet de réseau. Je suis totalement d'accord. Et ça, j'en reparlerai après. J'ai deux, trois boîtes en tête qui, pour moi, ont des boîtes qui sont sell-off massivement parce qu'ils ont aussi c'est aussi du soft et c'est effectivement aussi du exposé crypto. Et pourtant, elles se font full sell-off et potentiellement, ça va être ce genre de boîte que je vais aussi racheter en même temps que les cryptos parce que c'est des super boîtes avec un effet de réseau ultra massif. Mais je prends mon mal en patience. Je pense notamment à Robinhood, qui est une boîte que moi j'ai acheté énormément à l'époque vers les 10-15. Je dois avoir un PRU à force de renforcer autour des 20-23. Mais c'est une boîte pareille que je rachèterais massivement si on vient chercher, je sais pas, les 34, potentiellement même des 20, hein, je ne sais rien. C'est le genre de boîte, ça c'est des boîtes Robinhood, Palantir qui fait des x10, x15, prennent extrêmement cher. Bon, Palantir est hors de prix, Robinhood beaucoup moins. Mais c'est une super boîte qui se font pricer à la mort. Alors, honnêtement, ça reste quand même super bien. UberX, je suis beaucoup moins fan parce que je suis dans un monde où Google reprend tout, dans un monde où qu'est-ce qui empêche Google de faire la même chose que Uber. En fait, plus je réfléchis, plus je me dis qu'en fait, dans un monde où Google a Waymo ou autre, plus personne ira sur des applications comme Uber, ils auront juste sur Google et commanderont leur Google Car. Mais est-ce qu'il y aura assez de demandes? Donc, il ne faut pas oublier qu'Uber, c'est pas juste Waymo, c'est pas juste sur Uber. Énormément d'entreprises qui sont sur Uber pour en tout cas le voyage, pour faire du taxi. Donc, c'est un agrégateur, on va dire, de voitures autonomes même plus tard. Donc, ça, effectivement, c'est le bull case. Je me dis dans un monde où Google, moi, quand je vais aller à un endroit, je fais Google Maps. Sur Google Maps, intégré dans Google Maps, on propose d'avoir un chauffeur pour quelques centimes. C'est potentiellement un truc assez fou. Google Drive, c'est vrai qu'ils vont devoir trouver autre chose parce que Google Drive déjà. Ce sera Google, je sais pas. Mais ça c'est une discussion à avoir et c'est complètement débattable. C'est pas une seule personne. Il y a un monde où le marché commence à price ça, on le voit, hein, parce que Uber souffre énormément. Et il y a un autre où effectivement, ça peut être potentiellement une vraie opportunité parce que c'est vraiment pas cher. Donc limite, ça on pourra en reparler après si tu veux. J'ai fini, on va dire, les cryptos. Donc ETH, quand vous voyez ETH, vous voyez quoi vous quand vous voyez ça?
Un échec sur son plan. Voilà, exactement. Pour moi, ETH est dans un pur range. Donc il y a du bruit, il y a beaucoup de bruit sur, on va dire, le fondamental de TH ou j'en sais rien, en soi, on s'en fout. Juste quand on regarde le prix, moi à l'heure actuelle, je vois un giga range, un potentiel breakout qui s'est fait, on va dire, j'y croyais pas forcément parce qu'il partait de nulle part. Hein. Pour le coup, on a fait un V-bottom pour retourner tout là-haut. Mais pour moi, c'est un pur range. Et forcément, les pure range, comme vous le savez, hein, on vend en haut, on achète en bas, grosso merdo. Comme ici, on va dire, je peux remettre les trucs de film à l'époque, hein, parce que ça reste quand même des trucs intéressants, mais donc potentiellement, effectivement, ETH comme BTC, c'est potentiellement un peu plus bas, ça commence à devenir extrêmement intéressant. Mais encore, comme BTC, pour moi, on aura le temps. Je vois mal faire un bottom comme ça. Après, c'est pareil, hein, c'est toujours possible. Mais potentiellement, le TH, ce sera intéressant autour entre les 1000, 1100 et 1500. Parce que là, à l'heure actuelle, pardon, le sell-off est extrêmement fort sur les cryptos. Mais on a quand même une dominance qui chute. C'est marrant en soi. Et souvent, quand on avait un peu une récession ou un bear market, la dominance faisait que monter. Vu qu'elle était déjà montée extrêmement fort pendant le bull run. En tout cas, c'est marrant qu'à l'heure actuelle, les alts réagissent plutôt bien. Mais je pense que vous le savez à chaque fois, quand quelqu'un dit les alts ont l'air de plutôt de bien résister, qu'est-ce qui se passe derrière? Un carnage. Le BTC fait rien, les alts continuent à faire moins 10, moins 20. Et je me dis que potentiellement, ce sera à ce moment-là où est-ce que si ETH retourne BTC, ETH, BTC sur son bottom, on pourra se taper un moins 35%. Donc là, potentiellement, déjà avoir un ETH à 1400, alors que le BTC n'a pas bougé. Donc ETH, j'ai même pas du tout envie de tout toucher pour l'instant, tant que je n'admets pas d'acheter du BTC. Et à partir du moment où j'ai pas envie d'acheter du BTC, aucun intérêt d'acheter du ETH. Voilà, c'est même des cryptos. Bien sûr, j'ai envie d'acheter d'autres cryptos, je me dis putain, elles sont vraiment pas chères, mais pas chères en fonction de quoi? Historiquement. Mais pas cher historiquement, ça veut tout et rien dire. Donc pour l'instant, comme d'hab, la même logique. Si j'ai envie d'acheter du BTC, je regarde le ETH. Si je veux acheter de l'ETH, potentiellement regarder d'autres, du Sol ou autre, hein, avec les spreads. Et là, potentiellement, me faire un plan. Mais tant que je n'ai pas envie d'acheter du BTC, j'attends. J'attends tout simplement. Donc ETH, wait and see, hein, comme d'hab. On commence à se rapprocher des zones intéressantes. Est-ce qu'on pourrait pas retourner à un ETH autour des 1000, 1100? Pour moi, c'est tout à fait jouable et je serais potentiellement très intéressé pour acheter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que c'est un énorme range. D'ailleurs, si on le casse, je veux dire, c'est simple. Hein. On peut aller faire du range et chercher des 10 000 derrière. On peut acheter un truc à 1000 pour le revendre à 10 000. C'est pas dégueu. Donc, ce sera justement, je ne dis pas ce qui va se passer, hein, mais en tout cas, dans la logique, un énorme range de 3 ou 4 ans sur des énormes actifs comme ça. On l'a vu avec le gold, le silver, que eux run sur 10 ans. Forcément, derrière, quand ça casse, et bah, c'est stratosphérique. Et donc, je pense que ce sera le cas pour le TH aussi. Maintenant, il faut être patient. Cryptos sont souvent précurseurs des derniers mois des moves sur les marchés crypto. Tradi, ouais, bien sûr, c'est intéressant. C'est souvent le cas, hein, c'est une question de jeu de liquidité. Dès qu'on voit que la mer se retire pour les cryptos, j'ai envie de te dire, c'est un peu pour dire qu'il va y avoir un tsunami sur les marchés tradi aussi. Donc il y a une vraie prise de profit, comme je dis, une prise de profit et un peu une rotation quand même dans les actifs sur les marchés tradi, qui impacte quand même aussi sur les cryptos. Mais est-ce que vraiment on a un sommet sur les US? Je pense pas. Mais vu les investissements, vu à quel point il y a les métriques pointent sur une consommation qui est toujours forte du niveau du consommateur, je ne la vois pas forcément. Maintenant, c'est comme tout, hein, c'est à vous de juger des risques. Ce n'est que mon billet. Voilà. Je sais pas trop ce que on peut parler d'autres choses après, mais en soi, c'est un peu des
question, est-ce qu'on aurait déjà l'achat 1K, 4K sur un x4? Sûr. C'est clair que merci pour les maths, Nash. Mais oui, 1 à 4, ça fait x4. Donc c'est sûr que c'est déjà super intéressant. Maintenant, maintenant, si tu achètes maintenant et qu'on va à 1000, bah, tu fais quand même moins 80. Là, en soi, on n'est pas loin, hein. Mais en fait, ça reste quand même à moins 35, à moins 40%. Quoi. Donc, c'est pas très bien. Un avis sur le DXY, top de l'euro USD, top gold, très bonne question à Ventis. Au moins, il y en a qui posent des bonnes questions. Mais effectivement, je n'ai pas forcément parlé. Et qui est pour moi d'ailleurs très important, le DXY, hein, qui a été très vendu salement les dernières semaines, avec les dernières annonces de Trump, où il disait qu'ils n'en avaient rien à foutre du dollar, que de toute façon c'était mieux s'il chute, etc. Bref, en tout cas, en plus de remettre en question l'indépendance de la Fed, en tout cas le dollar souffrait, on va dire, un peu de l'attitude du président des États-Unis. Maintenant, donc les gens commençaient justement à mettre en cause, on va dire, le dollar. Et donc, à mettre en cause le dollar, ça remet en cause, on va dire, la dette américaine. Parce que forcément, la dette américaine est libellée en dollars. Maintenant, Trump et son Bessent ont choisi de mettre Warsh, parce que Warsh est très respecté des marchés. C'est pas le genre de mec qui a fait tout et n'importe quoi, pour faire pas être juste un puppet pour le président. Donc, ça, on va dire, remis en confiance dans le marché pour le dollar, ce qui a, il me semble, hein, je pense que vous pouvez checker, hein, mais le 28 janvier, ça devait être à ce moment-là qu'on a vu que Wash devait être annoncé. Donc à partir de là, le dollar a repris la main, et forcément, qui dit rebond dollar, dit tout ce qui est, comme je vous dis, hein, c'est un jeu d'utilité. Le dollar, l'argent retourne dans le dollar. Et quand le dénominateur, donc, je ne sais pas du gold, le gold c'est coté en dollars. Donc quand le gold sur USD, l'USD remonte, forcément le gold baisse. Et dans un monde où le gold a fait un run stratosphérique, hein, on ne va pas se mentir, et bah potentiellement top, justement, le dollar. Ce que on vous dit, hein, l'or, c'est dans un range depuis super longtemps. Comme n'importe quel actif, quand ça pète, et bah forcément, c'est extrêmement puissant. Ça fait x3, x2, x3 sur le plus gros actif financier au monde. Pas étonnant que derrière, qu'on fait une parabole comme ça, donc c'est pour une énorme quenelle d'excellent. Est-ce qu'on a fait le pur top des commodities, en tout cas les dollars silver? En tout cas, c'est plus maintenant que j'ai envie d'en acheter. Ça, c'est certain. Mais c'est difficile à se prononcer de dire que c'est le top. Pour moi, on reste quand même sur plutôt proche d'un bottom du DXY. Donc, je vois mal encore le gold s'enchaîner des all-time highs. Donc, tout est possible, comme je vous dis. Et notamment aussi, quand on parle de gold, hein, mais le silver, c'est pareil. Le silver, de toute façon, c'est un peu Ethereum pour les commodities. C'est que ça suit le BTC, donc l'or, sauf 10 fois plus fort. Et forcément, quand ça monte 10 fois plus haut, ça chute 10 fois plus bas. Donc effectivement, c'est assez pessimiste, on va dire, sur les dernières commodities. Est-ce que vraiment on a fait le bottom et on va faire ça? Je pense pas. Même si historiquement, on a quand même souvent des gueules à faire ça. Mais je pense qu'on pourra potentiellement, et c'est même potentiellement un short qui sera intéressant à prendre, à la rechercher une troisième borne. Comme d'hab, vous connaissez, tac, tac, et une finalité derrière. C'est un peu une bulle, hein. Une bulle, il y a toujours souvent le rebond du chat mort, qui sera potentiellement intéressant à prendre en termes de RR pour short. Et derrière, justement, reviser les valorisations deux fois plus basses. Voilà. Croire dans mon biais. Tant mieux. En espérant qu'on a le bon biais. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est un peu tout. Ouais, JD, ouais. Si on fait un portefeuille aussi pareil, le portefeuille officiel que je fais avec un navigateur et tout. Je crois que JD, j'ai dû acheter par là vers les 30. Pour l'instant, ça ne marche absolument pas.
En tout cas, même la Chine à l'heure actuelle, je crois que la HSI commence à faire un gros pullback. Ah non, ça c'est. Je pensais que c'était beaucoup plus violent. Mais en tout cas, sur la tech pure, le marché tient, donc tout ce qui est euh, consommation de transport et tout, ça a énormément de mal. Donc je suis en train de voir si vraiment je jette l'éponge sur ce genre de valeur. Par contre, effectivement, je pense qu'il y a une très bullish sur d'autres valeurs comme Alibaba, avec l'IA, avec le cloud. Je pense que eux, ce sera vraiment Baba et Tencent. C'est le fer de lance pour moi de la Chine. D'ailleurs, marrant que Tencent c'est l'offre, ça va potentiellement m'intéresser à terme. Mais c'est le fer de lance économique et technologique de la Chine. Donc c'est sûr que le gouvernement vont éviter de trop s'embrouiller avec eux, même si dans le passé ils ont fait énormément. Donc c'est des boîtes pour moi qui vont elles capter toute la performance. Là où les États-Unis, toute la performance était captée par 7 boîtes, enfin les Max 7 et d'autres boîtes de software. Hein. Ce sera un peu pareil pour moi pour la Chine, où les gains sur les marchés vont se cantonner à très peu d'actions, notamment ce genre de boîte, tout ce qui va être semi-conducteur, hein, forcément la Chine travaille quand même beaucoup dedans, mais aussi forcément Alibaba, Tencent, ce genre de boîte, et quitte à délaisser des super boîtes, hein, mais qui restent, je ne veux pas dire que c'est des value traps non plus, mais quasiment dans le sens où elles risquent de bouger que très rarement et très vite. Hein. Donc c'est extrêmement chiant à avoir en portefeuille parce que tu te fais chier à l'avoir. Mais à un moment, elle va doubler sa valeur. Mais bon, est-ce que vraiment, au moment où ça met 4 ans pour doubler, en fait, tu aurais pu doubler bien avant, ça avec d'autres boîtes, quoi. Donc, ouais, j'ai des super boîtes, mais pareil, c'est que je pense que, au pire des cas, ce que je fais, c'est que je jette l'éponge en premier. Comme ça, on a le pump, et vous me remerciez, quoi. C'est un peu, on peut se faire ça. Mais oui, ça a toujours été compliqué. Cette boîte-là, c'est un peu un amour toxique, comme moi, cette boîte. Pour le coup, par contre, il y a d'autres banques, plutôt niveau Corée, mais qui est cotée aux États-Unis. Coupang, qui pareil, est une super boîte américaine, c'est une boîte américaine en Corée du Sud. Et typiquement, c'est une boîte que je surveille depuis longtemps, qui a un gros sell-off à l'heure actuelle, et que moi je m'intéresse énormément parce que c'est typiquement le Amazon. Je sais pas si vous voulez profiter, parler, pitcher, on va dire, il y a quelques semaines, mais qui est une boîte qui est extrêmement propre. C'est un peu clairement le Amazon sans le AWS, mais le Amazon de Corée. Donc quasiment toute la population coréenne l'utilise. Euh, Elle subit à l'heure actuelle une grosse faille de sécurité qui a leak énormément de données de ses utilisateurs. Donc on est un peu dans la tourmente juridique. Mais pour moi, c'est des choses qui n'impacteront pas les business. Hein. Quand on voit, je sais pas si demain Amazon leak l'intégralité de sa base de données, ok, son action va chuter, ok, les gens seront pas contents, mais la réalité, c'est que quand Noël arrive, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer sur Amazon. Je serai le premier à le faire. Je pense qu'une grande majorité des questions vont le faire. Donc ce genre de boîte, vont m'intéresser énormément parce que je comprends totalement la raison de leur chute. Mais pour moi, elle ne justifie pas à long terme une telle chute. Quoi. Pour moi, ça permet d'avoir des opportunités. Et typiquement, dans un pullback aussi fort, hein, donc à moins 50%, j'ai commencé moi à rentrer. Je suis même rentré un peu plus haut parce qu'aujourd'hui, il y a une sale journée. Donc ça s'est envenimé toujours dans la situation juridique, etc. Donc voilà, un paquet de 33 millions de data leaks. 33 millions, c'est pas énormément, mais en fait, en Corée, je crois qu'ils sont 45 millions. Donc autant dire que toute la base de données de la Corée a leak. Donc ça tire un peu la gueule en Corée, parce qu'on c'est une société américaine sur le papier. Donc c'est un peu le bordel juridique, mais pour moi, voilà, c'est des eaux troubles pour le court terme, et ça n'engendrera que de la croissance à long terme. Tu sais expliquer la passion de Gaël pour Hong Kong et Air Liquide? Absolument pas. Je sais qu'il y a des fans de Hong Kong, ça, la Chine et tout, il n'y a aucun souci. Air Liquide, on n'était pas loin d'un bon sell-off et tout. Maintenant, est-ce que Air Liquide, je conseille un portefeuille? Pas forcément.
pas parce que j'aime pas la boîte, c'est juste que la croissance au terme de une boîte française avec un tel pricing, une telle croissance, à moins qu'elle a une demande séculaire que je n'imagine pas, donc, je sais pas, avec le gaz, euh, potentiellement, je ne vois pas sur papier une raison. J'ai beaucoup de mal à acheter ces genres de boîtes, c'est des boîtes de bons pères de famille, quoi. Air Liquide, Total Energy, euh, elles ont des gros mots de du industriel, mais c'est pas celles qui vont faire de la croissance et qui vont potentiellement pouvoir rider les tendances des 5-10 prochaines années qui sont l'IA, la robotique et potentiellement le spatial. Le spatial. D'ailleurs, j'ai des super boîtes pour le spatial, mais après, je me suis informé sur la cotation quand j'ai vu les prix de ces boîtes-là. Je me suis dit que j'étais peut-être un peu en retard. Mais typiquement, le secteur spatial, euh, non, c'est pas 1h22, on va peut-être aller finir. Mais le secteur spatial risque toujours, ça fait un moment qu'ils ont pas mal qu'ils profitent pas mal justement d'une croissance structurelle de tous les pays en termes d'investissement dans le spatial. Je pense notamment à Avio, donc on en avait parlé depuis longtemps, on en a investi depuis un moment. Ce genre de boîtes, pour moi, elles ont des très grosses perspectives futures avec le changement structurel des différents pays. Mais notamment, cette année-là, vous savez très bien ce qui va se passer, potentiellement. Euh, c'est l'introduction en bourse de SpaceX qui va ne faire que booster la spéculation sur tout ce qui va être le spatial et potentiellement justement pousser à la hausse tous les supply chains de Tesla qui sont décortiqués et qui sont mis au bout du jour. Donc je sais que c'est aussi effectivement il y a une très grosse j'ai conscience que c'est une très grosse comment je pourrais dire tailwind en français c'est quoi en tout cas une très grosse industrie qui aura une très forte croissance à moyen long terme, c'est certain. Hâte de voir l'IPO de SpaceX exploser en bourse et après chuter très fortement parce que n'importe quelle entreprise elle sera valorisée tellement haut que ça n'aura pas de sens, mais derrière potentiellement on va faire des emplettes, quoi. Après, j'ai vu que SpaceX sont en train de voir pour sortir leur propre téléphone. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça a fait impact sur Apple, mais voilà, pas du tout. Mais voilà. Du coup, ouais, je pourrais voir effectivement si ça vous intéresse des newsletters, je crois que je l'ai dans mon profil. C'est gratuit, hein. Il y a juste une partie gratuite, ça fait des trucs spécifiques. Bon, si vous allez sur mon Twitter, vous pouvez vous y inscrire. Mais potentiellement, je pourrais faire une petite newsletter rapide pour faire une liste des 5-10 pour 5-10 supply chain de SpaceX et potentiellement des plays à droite à gauche que je peux voir sur ce secteur-là. Je pense que ça peut s'écrire rapidement et sans problème. Si c'est des choses qui vous intéressent. Un rappel de ce qu'il y a dans le contenu payant. Alors, effectivement, comme je vous dis, il y a une partie de la newsletter qui est gratuite, souvent c'est au moins 80%. Ce qui est potentiellement payant, ça va être effectivement la prise de décision où moi je dis si effectivement elle m'intéresse ou non, si je rentre ou pas dedans. Et derrière, en fait, je publie toutes les semaines, même tous les jours, potentiellement sur des entreprises que je décide de rentrer ou non. Je mets à jour, on va dire, un Google Doc qui a accès à pas mal de monde, à savoir sur les changements de différentes positions de mon portefeuille, sur la performance de celui-ci et autres. Donc là, il n'est pas encore actualisé pour le prochain mois, mais pour l'instant, c'est un portefeuille qui surperforme, on va dire, les indices. Maintenant, comme je vous dis, c'est plus une expérience que j'ai voulu lancer par moi tout seul, justement, pour faire la gestion de portefeuille, pour faire un peu mon track record. Et j'ai une option un peu payante pour les gens qui veulent vraiment suivre au jour le jour. Et donc, je pitch, on va dire, des stocks que je mets en portefeuille ou non, qui m'intéressent ou non, ou même d'autres que je vends ou autre, enfin des raisons. Et tous les jours, justement, quand je vois quelque chose qui est intéressant, j'en parle justement au travers d'un autre Discord.
un Discord un peu plus, juste un Discord, hein, qui va avec la newsletter payant du coup, où je pitch un peu mes idées et qu'est-ce que je fais justement en termes de gestion de portefeuille au sein de celui-ci. Donc, comme je vous dis, donc ça, ça m'intéresse, enfin, ça m'amuse justement de faire ça sur le côté. Le but, c'est pas il me faut plus d'argent. Donc, je crois qu'il me semble que l'abonnement, ça peut être 20 balles par mois ou même pas, peut-être 18 balles par mois, je crois. Mais le but, c'est effectivement de vous rentabiliser assez rapidement la somme dépensée. Et moi, justement, de vous partager, on va dire, la gestion de mon portefeuille au travers, justement, une des grosses dynamiques dans lesquelles vous avez commencé ce portefeuille-là, c'était dans les tailwinds sur tout ce qui va être robotique humanoïde. J'ai beaucoup de positions qui ont un rapport, justement, de près ou de loin avec cette thématique-là. Et d'ailleurs, j'ai aussi un peu de stock picking d'autres entreprises que j'adore, qui me semblent intéressantes à ce prix-là. Donc, je vous ai dit Coupang, mais Coupang est un exemple. Par exemple, Coupang fait partie de mon portefeuille, mais il y en a d'autres. Donc, j'ai commencé à refaire Coupang, j'ai commencé à me positionner. Mais voilà, c'est un truc où moi j'aime bien le faire, j'aime bien communiquer dessus. Et d'ailleurs, en plus, si vous y gagnez, tant mieux. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur Twitter ou même en soi autre chose, mais n'hésitez pas sur le marché. N'hésitez pas, sinon on va pouvoir tirer la vidéo. Et je fais effectivement, je ne pense pas, mais sur l'autre Discord, c'est qu'effectivement, j'essaie d'être plus, j'essaie, j'ai envie de dire, je suis pas sûr qu'on sent réglo là-dessus, d'être plus actif en termes de live aussi de l'autre côté. Quoi. Donc c'est pour ça que des fois, vous ne voyez pas forcément live, mais c'est parce que je fais un live de l'autre côté. Parce que, on va dire, je leur dois bien ça, pour me soutenir. Donc, effectivement, des fois, je fais plus de live. C'est un autre Discord qui est un peu pas similaire à celui-ci, hein, mais là où c'est plus moi qui parle, essentiellement. Quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup de questions. C'est que j'ai été très clair, très concis. J'ai répondu absolument à toutes vos questions. Bah, tant mieux. Ah bah ouais, ça, je vais payer pas. Tiens. Hop, 10 euros, je parle de vos shitcoins pour dire que c'est de la merde. Comme ça, c'est un peu du sadomasochisme. Mais c'est vrai que j'ai pas parlé d'Avax, mais parce qu'en soi, il n'y a pas. Vous êtes les premiers à savoir, il n'y a pas grand chose à. C'est de la merde, la technologie, c'est de la merde. Mais enfin, je veux dire, c'est un exemple comme d'autres, hein, mais forcément, avec la liquidité qui se barre des marchés, c'est des trucs qui créent petit à petit et qui retrouveront un engagement comme n'importe quel coin plus tard, sachant que y en a qui ne retrouveront pas du tout d'engagement, il y en a qui forcément retrouveront. Je me rappelle, je sais pas, je me vois dans la tête, tu vois, le Verge par exemple, je sais même pas si ça existe encore. C'est des trucs, des shitcoins à la con. C'est une plus listé dans ah, si. C'est des trucs genre qui avaient pump et tout. On s'en fout de la techno, mais en soi, c'est des trucs où de temps en temps il y a des pumps. La question, c'est est-ce que votre coin finira par être de ce style-là, ou comme Ethereum, souffrir, mais finir par avoir une vraie tendance haussière derrière, une fois qu'on a le bull run, est-ce que potentiellement une architecture, une vraie raison fondamentale à bouger, c'est ce que je vous souhaite en soi avec Bitcoin. La réalité, c'est que je pense qu'on n'aura pas beaucoup qui se finiront comme ça. Mais donc là, c'est juste, il subit le fait que l'illiquidité du marché, il n'y a plus beaucoup d'argent, ça se conserve essentiellement au sein du BTC. Donc forcément, derrière, en plus le BTC chute quand même. Donc les autres, c'est juste tu retires le tapis, tu retires le plancher, forcément derrière, tu te pètes la gueule. Alright. Celui-ci.
Non, bien sûr. Après, aussi, la question, c'est effectivement de la rentabilité des cryptos, parce qu'à la fin, c'est un peu, la plupart c'est zéro, et pour ceux qui justement ne sont pas zéro, euh, lesquels peuvent fluctuer le plus souvent, parce que surtout après, il y a potentiellement, je sais pas, là je vois vite fait Aster, Hype, eux ils ont des mécanismes de rachat euh, de tokens tous les mois. Donc, potentiellement, déjà, ça permet d'avoir une liquidité qui continue d'appuyer, d'éviter que ça glisse trop à la baisse. BNB aussi, mais c'est des cryptos effectivement qui génèrent énormément d'argent et qui sont potentiellement plus solides dans le phase de bear market, qui surperforment en phase de bull market. Donc, t'as vu? Ouais, ça, ouais, exactement. Du burn ou du rachat, etc. C'est vrai qu'il y a deux mécanismes différents. Mais c'est toujours, je crois pas ça, IO, ça. Mais oui, c'est toujours, je veux dire, c'est des tailwinds à long terme. Maintenant, effectivement, à court terme, ça fait pas grand chose, quoi. Voilà. Et ouais, tu vois, les PE, même si en soi, euh, les rendements s'effondrent, 150 milliards LDB, ouais. Ouais, bah, ça fait quand même des PE stratosphériques, quoi. Et potentiellement, après, est-ce que vraiment on peut utiliser la même similitude que les clés d'entreprise sur les cryptos? Je suis pas sûr, parce que les cryptos restent quand même un gros jeu de liquidité, quoi. Il n'y a pas d'argent dans le marché, il n'y a pas d'argent dans le marché, quoi. Mais effectivement, il y en a qui vont survivre plus ou moins violemment le bear market avec, euh, avec le revenu, quoi. Voilà, voilà. Ouais. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le live, après un peu de chill aussi, hein, vite fait, 5 minutes. Euh, donc, juste pour le live, je le posterai sur YouTube normalement pour les autres. Et on essaie de se retrouver le plus rapidement possible euh, une autre semaine, peut-être pas la semaine prochaine. On va essayer de faire ça quand même assez de nouveau régulièrement, surtout sur les cryptos.